Donc je vous présente pour cette deuxième table ronde donc sur la question de l'exposition des illustrations. Donc Emmanuelle Martina-Dupré, directrice du musée de l'illustration jeunesse de Moulins, seul musée en France dédié à l'illustration jeunesse, vraiment. Oui, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même le musée Tommy Ungerer aussi. Hein, voilà. Mais vous avez raison, Tommy Ungerer n'a pas fait que de la jeunesse, loin de là. Ouais. Et donc Élise Terna, pardon d'avoir écorché le nom tout à l'heure, ancienne directrice du festival de Villeurbanne, de livre jeunesse et qui faisait de magnifiques expositions, et directrice aujourd'hui de La Mouche. Le théâtre La Mouche. Ouais. Donc on va s'interroger ensemble sur ce que ça veut dire que d'exposer une illustration originale qui au départ est a priori conçue pour être pensée dans un ensemble qui est le livre illustré et pas pour être isolée et mise au mur dans un rôle du coup autonome. Donc qu'est-ce que c'est que ce geste de sortir une image pensée en série pour créer un autre rapport à elle en la mettant au mur. Donc c'est un geste qu'on a fait tous les trois, nous à la galerie, vous dans vos différentes fonctions. Et donc c'est déjà sur ce geste que j'aimerais vous interroger pour commencer la conférence l'une et l'autre. Alors je ne sais pas, moi j'avais choisi une image pour dire effectivement, voilà, c'est ça, sur le principe de ceci n'est pas un livre, ceci n'est pas une exposition. Dès lors qu'on décide, nous au musée, de présenter les originaux qui ont été faits dans une démarche de, effectivement, alors soit dans un rapport au texte, soit sans rapport au texte, mais avec en tous les cas un contenu narratif fort, dès lors qu'on décide de les défaire de cette structure qu'est le livre et de les mettre dans un passe-partout avec un cadre, c'est-à-dire de leur donner un statut, mais en même temps de les isoler du contexte pour lequel elles ont été créées, il faut qu'on invente un autre discours. C'est-à-dire qu'on n'est effectivement pas, on ne va pas dire aux visiteurs, c'est exactement le contenu de l'ouvrage que vous allez retrouver, mais on va vous parler à la fois de la façon dont l'artiste a envisagé de faire ce livre. On va vous présenter éventuellement les travaux préparatoires qu'il a réalisés pour le faire. On va vous parler de sa technique. On va vous parler, alors Frédéric disait tout à l'heure avec un peu de malice que ça n'intéresse pas de faire l'exégète sur les œuvres, sans aller jusqu'à effectivement extrapoler sur l'intention de l'artiste. Nous, notre rôle dans un musée, au musée de l'illustration jeunesse, c'est de pouvoir recontextualiser la création d'une image destinée à être reproduite dans un livre et éventuellement aussi de pouvoir apporter un complément d'information. Donc on va scénographier ça et on va faire de la médiation. C'est vraiment deux choses qui sont très importantes. Outre tout ce que peut faire un musée en matière de patrimonialisation, il y a ces deux aspects qui sont pour nous très importants. Alors, oui, il fonctionne. Ok. Je rejoins effectivement ce premier constat, sachant que, à la différence de cette dimension évoquée là, à la fois patrimoniale, à la fois dans le fait d'expliquer, pour ce qui concerne en tout cas la fête du livre jeunesse de Villeurbanne, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'événementiel, même si une exposition elle court sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. La différence, c'est que cette dimension événementielle, elle vient apporter une coloration un peu particulière. Certes, on est toujours dans un dispositif où on sort une illustration de son champ narratif pour, pourquoi pas, raconter autre chose. Pour ce qui était en tout cas de Villeurbanne, à chaque fois, le contexte de l'exposition s'inscrivait dans une thématique, la thématique de l'édition, et une invitation faite à un ou une illustratrice, là en tout cas sur les dernières années, Aurore Petit, Vincent Pianina, d'utiliser un prétexte qui était une thématique qui n'était pas leur thématique de prédilection, pour justement donner un coup de pied à ce qu'on serait en mesure d'attendre de ce thème-là. Et donc, à partir de ce prétexte, c'était l'occasion d'avoir une approche monographique sur un univers, celui de Vincent, celui d'Aurore, et à travers ce prisme, de découvrir effectivement une démarche qui a précédé une illustration qu'on retrouve ensuite dans un livre, de lui donner aussi, de lui conférer un statut d'œuvre, puisque effectivement on l'artialise dès l'instant où on la met sous verre, sous un cadre, où on l'agrandit, où on la met en écho, et où aussi on donne à voir toute la fabrique de l'œuvre, tout ce qui l'a précédé, tout ce qui lui a donné son statut d'illustration, quasiment œuvre, et tout ce qui fait qu'ensuite on l'a retrouvé à l'intérieur d'une série d'illustrations qui lui confèrent un statut d'histoire.
Oui, on est complètement aussi dans une démarche de proposer la contemplation de l'œuvre d'art. C'est vraiment, c'est un peu le sujet de la journée, c'est se demander si l'illustration en est au rang d'œuvre d'art. Pour qu'elle y soit, il faut la montrer. Il faut la montrer pour que justement, que ce soit les plus jeunes, nous on reparlera de la question des publics plus tard, mais que ce soit dès la plus tendre enfance en tous les cas et jusqu'à très tard, qu'on puisse avoir ce lien qui est un lien privilégié avec l'œuvre originale. C'est vraiment ça, c'est aller dans l'exploration de ce que peut être le travail de l'artiste avec sa palette, avec ses techniques, avec ses outils. On est vraiment dans une démarche de donner un statut à ces œuvres qui, au départ, effectivement, sont des œuvres de commande. Mais si on veut qu'elles aient un tant soit peu une dimension patrimoniale, il faut aussi qu'on montre que ça se justifie et qu'en les observant, en les contemplant, il peut y avoir cette porte d'entrée vers une histoire de l'art aussi. C'est le postulat qu'on a aussi à la galerie, ici à la Galerie Robillard. On expose donc quasi exclusivement que des dessins originaux. Il n'y a quasiment pas de reproduction d'images faites en multiples. D'autres galeries le font très bien et on en parlera tout à l'heure. Nous, notre particularité, c'est qu'à 95%, donc à part les images que vous avez là sur le côté de Tom Ogoma et 2-3 autres derrière, ce sont des pièces uniques, des dessins, des peintures originales qui ont été faites, certes, pour un livre, pour être pensées en structure, dans une structure d'un ensemble d'images, mais voilà, qui sont faites en tout cas manuellement. Et le postulat de les exposer comme ça dans une galerie, évidemment, et de les proposer à la vente en ce qui nous concerne, c'est qu'on estime qu'elles ont une certaine autonomie, qu'on peut avoir un rapport contemplatif avec elles comme on aurait avec n'importe quelle autre création, que ce soit une photo, un dessin, un tableau, quand on va au musée, et qu'il peut se passer quelque chose avec cette image singulière qui est complémentaire à ce qui se passe avec cette image dans l'écosystème du livre. Et tout ça est vraiment deux rapports complémentaires et c'est ça qu'on cherche à défendre, de se dire oui, il y a une émotion particulière quand on feuillette un album jeunesse et bon nombre des personnes qui viennent visiter nos expositions viennent par cette porte d'entrée. Ça répond un petit peu, je crois, à votre question de tout à l'heure à Frédéric. C'est la première porte d'entrée aujourd'hui pour venir voir une exposition à galerie, c'est parce qu'il y a une connaissance des albums qui ont été publiés. Il y a une émotion particulière qu'on a pu avoir en lisant cet album. Et l'idée, c'est de redoubler cette émotion d'une seconde qui peut se passer face à un dessin tout seul, qui certes va nous rappeler des réminiscences de l'album dans son ensemble, mais qui va avoir cette singularité comme avec n'importe quelle œuvre quand vous allez voir une exposition dans un musée. Ah oui, non, je suis complètement d'accord. Je raconte souvent cette émotion que j'ai eue. Alors, les rencontres, c'est aussi ce qui fait nos expositions. Et un jour, je vais rencontrer Kitty Crosser et il était question de faire rentrer certains de ses originaux dans nos collections. Et on avait en tête plusieurs albums, elle et moi, et puis il y en a un en particulier qu'elle voulait nous montrer. Et dans mon esprit, j'avais le livre, c'était Alors. Donc j'avais le livre qui était un petit format carré, non pas carré, un petit format à portrait. Elle voulait que ce soit un petit format pour qu'il soit facile à tenir par les enfants. Et Pastel avait fait un très beau travail de réalisation de l'ouvrage. Mais quand j'ai découvert les originaux, ça a quintuplé l'émotion. C'est-à-dire que face à des originaux qui étaient en format A3, qui étaient au crayon, avec une vibration, il y avait quelque chose de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire qu'on rentrait vraiment dans le théâtre qu'elle avait choisi de montrer, le théâtre de ses personnages. Et c'était vraiment une vraie émotion. Alors, on n'en est pas au syndrome de Stendhal, on n'en est pas effectivement à tomber en pamoison. Je ne veux pas exagérer les choses, mais face à certains originaux, l'émotion, elle est réelle. Et là, je pense que le fait que ce soit pas des multiples, même si ça a une autre valeur, le multiple, mais c'est vraiment très, très précieux, oui, vraiment. Le fait de montrer les originaux, c'est unique. On le voit dans certaines personnes, quand elles visitent l'exposition, il y a toujours les livres qui sont là autour, les livres qui correspondent aux images montrées au mur, et les gens s'amusent parfois aussi à la comparaison. Alors globalement, le travail des éditeurs jeunesse est très bon, et ils essayent toutes et tous de s'acharner à reproduire le plus fidèlement possible les couleurs, les textures, mais on sait très bien que mécaniquement, il y a des couleurs qu'on n'arrive pas à reproduire, des vrais oranges, des vrais violets, à moins de travailler avec des Pantones. On ne peut pas tout simplement mécaniquement les reproduire fidèlement, des textures, quand bien même on fait des très bons scans, parfois même des clichés photographiques pour essayer de retrouver un petit peu la texture quand des gens font des peintures où il y a de l'épaisseur, où il y a de la matière.
il y a un très bon travail qui peut être fait dans les maisons d'édition, mais malgré tout, on n'est jamais complètement à l'original. Et c'est deux objets et deux œuvres finalement différentes. L'album est une œuvre à part entière, et le dessin qui est derrière, qui a permis, est une œuvre à part entière. Et ce jeu de comparaison est plus amusant que finalement pour dire il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste deux objets différents, je pense. Et à mon sens, il s'agit d'une certaine manière de rendre justice à ces œuvres-là, en fait, qui sont un peu passées au second plan dans la mesure où elles répondent à des commandes. Et donc, il y a un peu une dichotomie entre art plastique, art appliqué d'une certaine manière, au sens où, dans la mesure où une illustration naît d'une réponse à une commande, mais c'est pareil dans la communication, ou pour une affiche ou autre, on aura tendance à se dire, il ne s'agit pas d'une œuvre à proprement parler qui sort des tripes de son créateur ou de sa créatrice, mais et là, pour le coup, le fait de lui donner une juste place, en donnant à découvrir les grains, les textures, les matières, les couleurs, leur force. Je pense qu'il s'agit aussi un peu de cette chose-là, de voir avec, dans ce rapport-là, dans cette rencontre, tout ce qui a précédé l'œuvre et aussi le talent de ces artistes qui sortent des arts déco, de beaux-arts, qui ont fait aussi toutes ces choses-là et qui ne sont pas simplement dans la commande d'un objet qui serait tout simple. Quand on parle d'exposer l'illustration et qu'on regarde un peu ce qui se passe, on est aussi surpris de voir le nombre de lieux divers qui exposent de l'illustration originale. Il y a des médiathèques qui proposent régulièrement des expositions d'illustration. Il y a des librairies, même pour certaines, qui ont un espace d'exposition, comme Arthazar ici, Jaune Citron Orléans et tant d'autres à travers la France. Il y a des festivals, on en parlait tout à l'heure, qui en marge d'un salon du livre vont pouvoir proposer des expositions. Des musées, évidemment, soit parce qu'ils y sont dédiés, soit parce que de temps en temps, ils vont inclure de l'illustration dans leur projet d'exposition. Cette diversité des lieux d'exposition, même nous à la galerie, on a en fait deux facettes. Je fais une mini parenthèse, mais il y a ces expositions vente, qui est l'enjeu même d'une galerie de base, d'exposer des images, de les proposer à la vente. Mais on a une deuxième facette où on travaille en étroite collaboration avec tout un tas d'acteurs culturels à l'échelle du territoire français et même européen. On va concevoir des expositions d'illustration originale, encadrées, prêtes à être accrochées, avec tout un tas de supports qui les accompagnent pour présenter l'artiste, pour présenter sa technique, pour présenter des thématiques de travail, avec des livrets-jeux même à distribuer aux enfants, aux familles pour qu'ils viennent visiter. Et ces expositions comme ça, clés en main, on les propose, nous, à la location, à des acteurs culturels partout en France, notamment des médiathèques, pour faire finalement un autre travail de défense et de promotion de l'illustration qui ne passe pas par la vente, comme on le fait ici sur place, mais plus par donner une visibilité, en dehors de Paris aussi. On connaît le centralisme français et ce dispositif d'itinérance nous permet de toucher un public beaucoup plus vaste. Donc ça pour dire une diversité des lieux d'exposition. Et je me demandais en préparant cette rencontre, est-ce que cette diversité des lieux d'exposition, de l'illustration, est pas le signe qu'elle n'a pas encore retrouvé sa reconnaissance officielle complète, quoi. Elle n'est pas encore associée et elle essaye finalement de se montrer partout où elle peut. Alors ça, pour moi, en fait, ça renvoie à une question un peu de fond qui serait presque une question existentielle. Est-ce qu'il faut faire feu de tout bois pour défendre une cause, ou alors est-ce qu'au contraire, il faut plutôt miser sur du qualitatif et de se dire, c'est en la posant à des bons endroits ou vue par les bonnes personnes qu'elle acquérera son statut. Ça, je n'ai pas de réponse à cette question. Ou alors, est-ce que c'est le fait d'en voir le plus souvent possible, la plus qualitative possible, qui créera une culture commune de l'illustration qualitative? Je ne sais pas quelle est la réponse. Oui, je suis assez d'accord sur l'idée de créer une culture commune. Alors, nous, à l'inverse des galeries, on ne peut pas faire circuler les originaux peut-être autant qu'on le souhaiterait pour des raisons tout simplement de conservation. Parce que si on veut donner un statut à ces œuvres, il faut aussi reconnaître leur fragilité. Et comme ce sont des œuvres sur papier, que le papier est sensible à des tas de choses, on fait très attention justement à respecter les normes de conservation et à se dire on ne peut pas présenter des originaux plus de 4 mois normalement, tant que le climat et la lumière sont bien respectés.
Par contre, que l'illustration soit vue par un très grand nombre, que ce soit à travers les galeries ou à travers les bibliothèques, c'est important parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça participe de la politique de l'éveil artistique et culturel. Et ça, si on peut sensibiliser dès le plus jeune âge, encore une fois, à l'œuvre, à la création, il me semble que ça permettra, ça donnera une sorte de grammaire de la lecture visuelle. Et comme le disait tout à l'heure Frédéric Bosser, c'est vrai que peut-être on est parfois un peu... on n'a pas cette culture de l'analyse de l'image. On commence à l'avoir, mais si on le fait le plus tôt, je pense que c'est très très bien, oui, vraiment, c'est important. Et puis c'est aussi, il faut quand même le dire, on est sur une économie, on parle d'écosystème depuis tout à l'heure, on est sur une économie aussi qui est une économie fragile. Et le fait de pouvoir permettre aux créateurs d'avoir des revenus annexes et de pouvoir, à travers les expositions, à travers la médiation, avoir aussi une reconnaissance de leur travail, ça aussi c'est important. Ça permet de dire à chacune et chacun de ceux qui créent, oui, ce que vous faites a une vraie importance. Voilà, que ce soit dans la dimension éveil artistique ou que ce soit dans la dimension participation du plaisir visuel. Oui, votre travail mérite une vraie reconnaissance. Et quel que soit le travail que font les éditeurs, et vous l'avez dit tout à l'heure, Antoine, c'est vrai qu'ils font je pense à Mémo qui, par exemple, réédite des classiques de la littérature jeunesse. Je pense à Châtaigne de Nathalie Parrain qu'ils avaient réédité, qui était vraiment magnifique dans son respect des couleurs originelles. Quelle que soit la qualité du travail des éditeurs, on le sait, les illustrateurs ont du mal à vivre de leur art uniquement avec l'édition. Donc je pense que quels que soient les événements, quels que soient les lieux dans lesquels on peut montrer, on peut aussi expliquer, c'est important pour ceux qui créent, pour les artistes, vraiment. Et nous, au musée, on est aussi un lieu de soutien à la création. Enfin, on préserve, mais on a une vocation à transmettre, mais on se dit c'est important aussi de donner de la reconnaissance à ces artistes. Même si on espère qu'un jour, on aura nous aussi une académicienne, la BD a son académicienne, il n'y a pas de raison pour que l'illustration n'ait pas la sienne. Voilà. Non, il n'est pas d'accord. Après, moi, la culture de l'image, je pense qu'effectivement, on commence à l'acquérir, mais il y a des grands risques de la perdre parce que dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a beaucoup de salons littéraires et d'illustrations qui vont de plus en plus mal, qui disparaissent, qu'on a aussi aujourd'hui une incapacité dans un certain nombre de générations aussi de comprendre un certain nombre de degrés de ce que racontent les images. Enfin, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui un danger qui est très prégnant. Certes, la littérature jeunesse, dans ce qu'elle convoque, dans ce qu'elle donne à voir, et d'un côté qualitativement, c'est extrêmement pertinent, mais en même temps, on sent qu'il y a un délitement, un peu comme s'il y avait deux montées en fait, et que je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui défendre très fortement la capacité à aiguiser l'esprit critique dès le plus jeune âge, à vraiment faire en sorte que les individus en devenir et ceux qui sont déjà devenus, mais de faire en sorte que cette compréhension, cette lecture des images qui soient complexes ou plus simples ou dans ce qu'elles donnent à voir, qu'on reste dans quelque chose qui... de faire cette culture commune le plus possible. Je pense qu'il y a aujourd'hui quand même une vraie militance derrière ça à avoir, quoi. Et effectivement, les expositions, je pense forcément à Villeurbanne, le fait d'avoir cette exposition qui dure pendant toute la période du salon et bien en amont, qui donne lieu à des visites de classe, qui donne lieu à des temps de médiation pour comprendre qu'est-ce qui a précédé l'œuvre, pour comprendre tout le processus créatif, pour comprendre aussi toutes les idées, toutes les petites subtilités, les superfuges, pour découvrir aussi des déclinaisons. Là, par exemple, on voit La Dormeuse, et Vincent Pianina a créé un petit théâtre à côté. Donc, c'est aussi d'autres portes d'entrée vers l'illustration ou alors découvrir vraiment la fabrique de l'œuvre avec une reproduction de son atelier et toutes les étapes préparatoires. C'est effectivement tout ce qui participe de cette culture de l'image et à la fois de comment est-ce qu'elle se construit, comment est-ce qu'elle s'imagine dans la tête de son créateur et aussi comment est-ce qu'elle se décline ensuite et quelles sont les multiples vies qu'elle peut avoir en dehors d'un accrochage sur un mur.
Justement, par rapport à ce rôle essentiel d'éducation à l'image, on en parle toutes et tous, et je pense qu'on en parlera beaucoup aussi aujourd'hui. C'est vrai que l'album, finalement, pour la plupart des enfants, est à la fois leur premier rapport à une forme de littérature et leur premier rapport dans l'histoire d'une vie à une forme d'art, et les deux réunis finalement dans un seul et même objet. Il y a cette mission sous-jacente à tout ce qu'on essaye de faire, je pense. Et juste pour finir sur la question de la reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure sur les lieux, est-ce que vous, l'une et l'autre, dans les fonctions que vous occupez ou avez occupées, et dans votre rapport avec les collectivités ou les ministères dont vos organismes dépendent, quelle impression vous avez eue? Est-ce qu'il a fallu batailler pour faire reconnaître l'importance de cette station? À quel point elle est dépréciée ou au contraire considérée? Est-ce qu'on peut un peu parler de ça sur son statut et ses rapports? Alors, on parlait d'anniversaire tout à l'heure. Nous, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. Donc, ça veut dire que, et c'est vrai qu'on est un des rares établissements consacrés à l'illustration jeunesse. On a eu la chance, là aussi, c'est presque un anniversaire, il y a un petit peu plus d'1 an, de recevoir la visite de la ministre, alors précédente ministre de la Culture, qui est venue parce que on est toujours dans une démarche de demande d'appellation Musée de France, et que le ministère de la Culture lui avait dit il existe en France, oui, un endroit où on préserve, on garde, on valorise l'illustration jeunesse. Et avant la visite de la ministre, la visite d'une conservatrice du ministère de la Culture nous avait plutôt conforté dans l'idée qu'on est à la fois, elle nous avait dit c'est formidable, vous êtes à la fois un musée de société et un musée d'art contemporain. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez donner un statut, une reconnaissance à cet art appliqué. Vous allez permettre à des générations, on l'espère, de se former l'œil, de se former à la discrimination et à l'analyse de l'image. Là, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut effectivement éveiller cette culture de la vigilance aussi dans la lecture des images, dans l'iconosphère dans laquelle nous baignons tous. Et puis, il y a aussi un musée de société, parce qu'on peut témoigner d'une façon de faire l'illustration qui évolue à grande vitesse. Quand même, la notion d'original, elle va se poser dans les années à venir, parce que si tout le monde travaille à la tablette graphique, où sera l'original? Et puis aussi une façon de faire dans la reproduction de l'image dans le livre, et une façon de faire les livres qui a considérablement évolué. Donc, il y a, je pense, un intérêt de la part effectivement des institutions pour cette idée qu'on puisse garder ce savoir-faire, ces savoir-faire, c'est-à-dire les savoir-faire des artistes, le savoir-faire des éditeurs et le savoir-faire de ce rapport texte-image. Après, on est dans une société du paradoxe, et on est à la fois dans un pays où je crois que c'est Le Monde qui avait fait un article en début d'année sur ces lieux publics dans lesquels on ne veut plus d'enfants. Et puis en même temps, une société qui ne cesse de produire des choses pour les enfants et de vouloir qu'ils aient quantité de choses. Le nombre de nouveautés en jeunesse chaque année est assez vertigineux. Donc voilà, parfois on voudrait que les enfants soient un peu juste à leur place, mais on leur donne des choses peut-être aussi pour avoir bonne conscience. Donc c'est un peu ça, le regard qu'on porte sur l'illustration jeunesse, c'est un regard à la fois il faut prendre soin de notre mémoire collective, il faut prendre soin de notre jeunesse, donc il faut leur donner de belles choses, il faut savoir préserver ce qui leur est donné, et en même temps, de temps en temps, cette épithète de jeunesse, elle vaut effectivement une sorte de défiance. Voilà, c'est jeunesse, donc on ne sait pas si c'est vraiment de l'art, quoi. Moi, je rêve d'une exposition dans quelques lieux que ce soit, où on pourra à la fois avoir des œuvres dites, qui relèvent du registre des beaux-arts, et des œuvres qui relèvent des arts appliqués. C'est-à-dire qu'on puisse mettre un Bonnard à côté d'un, je sais pas moi, ou un Balthus à côté d'un Gérard Dubois. Ça, ce serait vraiment formidable, qu'on mélange les genres, sans se dire, non, c'est de l'illustration, c'est sur du papier, on ne sait pas s'il y a beaucoup de matière dessus. Laurent Corvézier, peut-être, pour aller avec Bonnard. Ça pourrait être bien. Oui, il a fait une très belle exposition au musée de Troyes, d'ailleurs, au musée d'art moderne de Troyes, l'hiver dernier. Mais oui, il y a multiplier, trouver des espaces, des lieux j'allais dire de promiscuité, en tous les cas, où on ne se pose pas cette question de est-ce que ça appartient aux Beaux-Arts ou est-ce que ça appartient juste au registre des arts appliqués, quoi.
Ouais, moi, pareil, cette notion de porosité, c'est quelque chose qui m'est très, très cher à bien des égards. Et après, pour revenir à la question initiale de la jeunesse et du regard qu'on peut porter sur elle, ou en tout cas les collectivités ou autres, il y a un préalable, en fait. Et moi, je repense souvent à une phrase de Cécile Boulère qui était la jeunesse, en gros, tout le monde s'en fout, donc tout est permis. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai, qui, moi, en tout cas, fonctionne un peu comme un mantra parfois. Et en même temps, on est dans une société du paradoxe parce que dès l'instant où certaines choses vont venir grincer, coincer un peu, on va avoir tout un ensemble de regards de défiance portés sur ce qu'on présente à nos enfants. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est assez prégnant. Donc, on a à la fois un champ des possibles qui est immense du fait que ça n'est que pour la jeunesse, donc en gros, c'est inoffensif. Et en même temps, on peut utiliser cette voie un peu comme une voie de traverse dans laquelle on peut se dire, non, justement, tout est possible, enfin, tout le monde, c'est inoffensif. Mais en réalité, il s'agit bien là de profiter de cette faille pour se dire, on va aiguiser l'esprit critique dès le plus jeune âge. Et justement, en fait, puisqu'on a un champ des possibles qui est là, on y va et on se permet des choses qui sont impertinentes, on se permet des choses qui sont grinçantes, on se permet des choses qui sont aussi des fenêtres sur le monde, qui sont en prise avec l'actualité. Et en même temps, on n'est jamais à l'abri de fourches codines qui disent « Ah mais non, là, c'est dangereux, on aborde telle ou telle thématique via l'illustration aussi. » voilà. Donc en fait, il y a vraiment cette dichotomie, ou en tout cas cette ambivalence de cette société qui, d'une certaine manière, va se dire c'est que pour la jeunesse, donc allez-y, par défaut, et après quand même qui va porter un regard à rebours en disant attention, là en fait on sort des cadres, là ça peut parler de vrais sujets et c'est pas ce qu'on attend de la jeunesse. Et on est presque devenu plus sage au fil des années parce que là aussi c'est une sorte de paradoxe, on patrimonialise davantage et plus d'objets qu'on ne le faisait il y a 30 ans. Il y a une révolution il y a 30 ans, on ne patrimonialise plus que les cathédrales, on patrimonialise aussi les petites cuillères. Je reprends le titre d'une historienne de l'art qui a fait un livre là-dessus. Mais en même temps, on est moins caustique. Et je pense que, je pense que Frédéric Bosser ne me démentirait pas, mais dans les années 70, il y avait plus de... les artistes travaillaient à la fois pour la presse et pour l'édition jeunesse. Je repense à Philippe Corentin, auquel on a consacré une exposition, une rétrospective et un hommage par d'autres artistes. Et c'était extraordinaire parce qu'il disait ce que j'arrive pas à faire du registre du 2e ou 3e degré d'ironie que je peux faire quand je travaille pour le groupe Philippe Aki. Je fais des lapins pour les très adultes et quand je travaille pour les enfants, je fais des petits lapins pour les enfants avec, je pense, la même envie de piquer, de grincer ou de déguiser la capacité à grincer pour une génération. Mais ça, on le trouve moins aujourd'hui, c'est vrai. Il y a moins de porosité entre la presse et le livre peut-être, et moins de porosité entre le caustique et ce qu'on doit donner aux enfants. Oui, on est dans quelque chose de plus sirupeux, de plus on arrondit les angles, on est sur c'est toujours un risque en fait. Et du coup, je pense que la nécessité de ne jamais baisser la garde est vraiment là en fait. Merci. Quand on parle d'exposer, se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on expose à l'échelle d'un album. Est-ce qu'on met toutes les planches? Est-ce qu'on les sélectionne? Comment on les sélectionne? Est-ce qu'on peut rentrer là un peu dans le fonctionnement concret de vos deux institutions événements sur la sélection des images, comment se construisent les collections dans votre cas, puis comment vous faites vos sélections pour les expositions, et pareil dans le cadre du festival, comment se faisait le choix et comment se construisaient les projets? Alors, on a toute la journée. Oui. Parce que ça va être long. Vous avez 5 minutes. Ça va être long. Sur la constitution de la collection, oui, là, il faudrait beaucoup plus de temps. On a aujourd'hui 8000 planches qui sont conservées et on a à la fois... Alors oui, ça c'est même l'image d'avant, je crois, si vous avez entendu. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Ce sont des rencontres, là aussi, des artistes qui se préoccupent du devenir de leur fonds d'atelier, qu'on rencontre, avec lesquels on a cet échange sur comment préserver leur travail. Et quand on peut avoir
tout le processus créatif, c'est vraiment, vraiment riche d'enseignements. Là, en l'occurrence, c'était pour un texte de Jean-Marie Gustave Leclésio, Peuple du ciel, et Georges Lemoine nous fait découvrir chez lui qu'il il avait pris en photo une jeune fille, Élodie, qu'il avait fait des travaux, des croquis, des recherches, et qu'à partir de là, il a pu imaginer l'original qui serait publié dans le livre que Gallimard Jeunesse allait imprimer. Et quand on peut recréer le fil, nous, on a envie de montrer ça aux gens. Bien sûr que l'original définitif, il pourrait se suffire à lui-même, mais pouvoir montrer qu'il y a eu telle et telles étapes, tel repentir, tel mouvement de correction. Nous, on considère que ça fait partie de la mémoire de la création. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Alors après, quand ce sont des œuvres qui sont dans notre fond, on se tracasse aussi de savoir ce qui va pouvoir peut-être séduire le public, et on crée un parcours. Voilà. On imagine, nous aussi, on est dans une réflexion, je pense comme un éditeur face à un album, on est dans une réflexion, ce qu'on appelle le discours expographique, un peu scientifiquement. Comment est-ce que de salle en salle, on va expliquer aux visiteurs la démarche de l'artiste, montrer aussi effectivement les originaux, peut-être là vous montrez un élément de scénographie qu'on avait créé pour l'exposition Mario Ramos, comment aussi on peut détourner l'original pour le réaliser en volume et amuser voilà, je vais dire les plus jeunes, mais tout le monde s'en est amusé de ce trône. Et puis, alors, on est aussi de plus en plus dans une réflexion de comment aller vers les tout petits. Donc, c'est la médiation de 0 à 102 ans. Et on a, depuis 2 expositions, on a adopté le principe d'accrocher à hauteur de bébé. Donc là, c'était sur l'exposition Michel Dauphren. On a vraiment un accrochage. On fait le choix ce sont les médiatrices du service des publics du musée qui viennent nous voir et qui disent voilà, on a repéré 3 œuvres dans toute la série que vous voulez présenter et on veut absolument qu'elles soient à hauteur de bébé. Et on accueille des relais assistantes maternelles, des nourrissons. On fait beaucoup de multisensoriel, mais on part de l'œuvre, c'est-à-dire on observe. Et après, on imagine une médiation autour de l'original. Voilà. Et pour chaque exposition, c'est différent parce que chaque artiste a quelque chose de différent à dire. Actuellement, sur Dick Bruna, nous, on voulait insister... c'est étonnant, Dick Bruna, parce que c'est un illustrateur d'origine néerlandaise qui est décédé, mais qui est né en 1927 et qui a fait beaucoup de couvertures de romans policiers avant de créer ce personnage de Mi-Fi qui est devenu voilà, le succès le succès international, oui, mais plus particulièrement en Asie. Et en France, nous, on boude un peu Mi-Fi. Et moi, je me disais, ce serait vraiment intéressant qu'on remontre comment cet artiste s'est nourri. Il est arrivé en France après la guerre. Il est allé faire un stage chez Plomb, mais qui était plus un prétexte à aller visiter les musées et à découvrir l'art moderne. Comment il s'est nourri de ce qu'il a vu dans les musées d'art moderne, de Matisse, de Léger, pour devenir un designer, parce que c'est vraiment un designer incroyable qui a réfléchi à la forme du livre, à la taille du livre, qui a réfléchi aux aplats de couleurs, qui a réfléchi à justement revenir à l'essentiel dans les formes. C'est un artiste qui, à mon sens, n'est pas encore assez reconnu, nous, sur l'Hexagone, mais qui fait un tabac avec Mi-Fi de par le monde. Mais voilà, chaque artiste a quelque chose sans doute de différent à montrer, et c'est à nous à construire un parcours pour que le public puisse s'y retrouver, avec cette difficulté de quel public, tous les publics de 0 à 102 ans. Ouais, je rebondis, cette dimension intergénérationnelle, en tout cas, elle est extrêmement importante parce qu'on sait très bien que les enfants d'une ne viennent pas tout seuls, la plupart du temps. Et de surcroît, c'est toujours intéressant d'avoir des propositions
avec différents niveaux de lecture, c'est-à-dire que les adultes qui accompagnent les enfants ne s'ennuient pas mortellement pendant super longtemps. Enfin, il n'y a jamais de grand risque de ça avec l'illustration, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir pour préalable. Pour ce qui est des expositions de la fête du livre, en tout cas, je vais vous parler des 2 dernières éditions. Donc, pour ce qui était d'Aurore Petit, je vous l'indiquais en préambule, le principe, c'est d'avoir une contrainte. Donc là, Aurore, la contrainte qui lui avait été fixée, c'était d'aborder la thématique du corps et de voir dans son répertoire quels étaient les livres, les ouvrages particulièrement saillants pour répondre à cette thématique. Et l'idée, justement, c'était d'imaginer un parcours qui tienne compte des différents âges de la vie, qui puisse comme ça, à mesure que le public chemine, qu'on puisse voir l'évolution d'un individu. Donc ça, c'était vraiment les prétextes qui ont servi un peu de colonne vertébrale pour l'exposition. À partir de là, effectivement, on a sélectionné les ouvrages qui correspondaient à ces différentes évolutions, ce qui fait qu'on avait, dans la déambulation du public, différents postes d'arrêt et qu'on a pu décliner de différentes manières pour que ce soit adapté à tous les âges. Donc ce qu'on voit par exemple dans la photo, dans le carré, dans le rectangle à droite en bas, c'est des petites niches où on avait réalisé des coussins qui reprenaient les visuels d'une maman c'est comme une maison, où les enfants pouvaient s'installer tranquillement, se poser, bouquiner, faire des jeux d'éveil. On avait reconstitué une tour à empiler géante avec des coussins en tissu. Donc ça, c'était vraiment un espace premiers âges pour l'éveil. C'était vraiment la naissance. C'était en écho au livre Une maman c'est comme une maison. Donc là, on voit les petites les espèces de tentures qui sont sur les murs. On avait à côté, pour des âges un peu plus grands, abordé la question de la motricité. Donc là, on était plus en écho à ces livres pop-up. Donc, et là, pour le coup, elle avait réalisé des répliques géantes, ce qui permet vraiment de valoriser le travail qui est le sien à travers une planche qu'on avait sélectionnée qui, du coup, s'ouvrait sur un pop-up qui était d'un format beaucoup plus grand qu'habituel. Des jeux aussi de rassembler des éléments à quelle séquence du livre renvoie quelle image du quotidien. Donc on retrouvait la dimension documentaire d'Aurore. Et tout ça en fait sur un parcours où ensuite on descendait au sous-sol. Je crois qu'on a les éléments aussi. On descendait au sous-sol et on abordait d'autres thématiques. Donc là, la thématique du corps invitait à celle des sens. Et pour le coup, on renvoyait au livre à chanter où en fait on pouvait écouter des comptines réalisées par Matisse en lien avec c'était des comptines classiques qui étaient revisitées, donc un peu plus décalées. Donc on était sur les sens. Ensuite, on avait Memento Mori où elle aborde la thématique de la mort qui donnait lieu à un certain nombre de planches qu'on pouvait découvrir avec une projection. Donc là, on est toujours sur l'illustration, mais aussi toutes les voies possibles qu'elle permet et tous ces champs-là en fait qu'on retrouve à travers des ouvrages et au-delà. Et puis ensuite, on avait la partie plus ado-adulte, Dolores Wilson, où on pouvait se déguiser. Donc on avait les originaux et un espace en fait à selfie où on pouvait utiliser les accessoires de son héroïne pour endosser pendant quelques instants le statut de la stature de cette héroïne des causes perdues. Donc voilà un petit peu comment se dessinent les expositions. Ça, c'était pour Aurore. Et en parallèle, d'ailleurs, elle a vraiment tout un travail qu'elle mène, puisqu'il y a un de ses livres, Dolores Wilson, encore une fois, qui a donné lieu à un spectacle. Donc, c'est aussi comment une illustration, un ouvrage peut avoir un ensemble de déclinaisons et avoir une vie propre de différentes manières. Dans votre cas, c'est toujours des expositions qui sont pensées, conçues, scénographiées très intimement avec les artistes eux-mêmes. Tout à fait, c'est vraiment dans un échange étroit puisque il y a cette contrainte initiale, cette volonté qui est celle de montrer un univers, une monographie et de faire en sorte que ce fil tendu, en fait, on le retrouve sur toute la déambulation du public et que ça puisse toucher tous les âges et avoir aussi une vocation pédagogique puisqu'il y a un ensemble d'établissements scolaires ou d'acteurs sociaux qui viennent pour visiter en groupe les expositions. Donc il y a aussi toute cette dimension pédagogique puisque ça donne lieu à des préparations dans les classes. Et pour ce qui est de Vincent Pianina, lui, l'autre contrainte, donc, c'était de se saisir d'une thématique qui n'est pas la sienne, celle de la ville. Et le fait de poser une contrainte comme ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sort de ce qu'on appellera une zone de confort et on ne va pas dire à l'auteur ou à l'autrice, voilà, c'est vrai que ça, c'est très prégnant dans ton travail, vas-y, ça serait un peu trop ronronnant. Et pour le coup, de fixer une contrainte d'emblée, ça permet aussi d'être dans quelque chose de très dynamique
dynamique de la pensée. Et donc Vincent, qui est très joueur, s'en est saisi avec beaucoup de malice et d'engagement, puisque donc se saisir du thème de la ville, il m'a dit moi mon thème c'est plutôt le jeu, donc la ville, bon bof. Et je lui ai dit vas-y, cherche, creuse. Et c'est justement ce qui s'est passé. Une chose aussi, c'est que dans toutes les expositions, moi je viens du spectacle vivant aussi, et pour le coup, à chaque fois la demande ou la contrainte, c'était d'avoir des propositions qui puissent être immersives, où le public puisse s'inscrire, comme tout à l'heure, je montrais des petites loges où les enfants peuvent s'installer. Voilà, qu'il y ait des choses aussi en 3D où le public puisse passer de l'illustration, de tout ce qui a précédé sa création, à des dispositifs dans lesquels on entre littéralement pour être en connexion totale avec l'œuvre. Donc là, Vincent... pour son passage Pianina, donc il a vraiment joué sur le thème de la ville. On a renommé la ville de Villeurbanne en Villeurbanane. Lui, il est devenu le maire de Villeurbanane. Il a réalisé avec les enfants une ville imaginaire où tout était possible. Donc on s'est retrouvé avec une météorite qui venait en forme de fraise géante, qui venait exploser un quartier. On avait un train qui circulait dans la ville. Je ne l'ai pas mis là, mais c'était assez incroyable. Et ensuite, on a pu déambuler à travers tout son univers. Donc toujours une approche monographique. Donc il a réalisé par exemple des passe-têtes à partir du chat le plus mignon du monde. Donc ça, c'était un espace de la ville. Cette ville-là, en fait, donc on déambulait dans cette expo qui s'appelait Passage Pianina. On avait un garage à poussettes au sol. On avait tous les éléments qui renvoient à une ville, tout plein de stickers, d'éléments, des gouttières, des choses comme ça qui permettaient de raccrocher à la thématique. Et on s'arrêtait sur différents postes où on découvrait l'univers de Vincent. Donc là, par exemple, sur le troisième rectangle à droite, on avait par exemple comment lui s'est joué des espaces, puisqu'il a réutilisé une de ses illustrations et en fait, pour lui donner vie, en fait, on l'a pas accroché de manière simple comme elle pourrait être parallèle au sol et perpendiculaire au mur ou je ne sais quoi. Là, on était vraiment sur un accrochage tordu parce qu'on imaginait ce qui avait précédé l'illustration qui était tombée sur la tête du faux Vincent Pianina qu'il a lui-même réalisé en sticker sur le mur. Donc on avait vraiment comme ça toute une volonté de donner à voir les œuvres dans leur dimension originale et en même temps d'imaginer tout ça de manière ludique. Et quand on descend au sous-sol, donc là on avait différentes choses. Alors ça c'était sur la photo de droite. Non, la photo de droite. Là pour le coup c'était des originaux qui précèdent la sortie d'un livre qui est Imbrouillamini. Donc ça aussi c'est la vocation de l'exposition, c'était aussi de donner à voir, de donner la primeur au public d'un ouvrage à venir et de découvrir tout le travail préparatoire de cet ouvrage, tous les choix, tout ce qui a été sélectionné et tout ce qui ne l'a pas été, pour quelles raisons. Donc on avait aussi cette approche-là. Et ensuite, sur l'autre photo à gauche, là pour le coup, on revient sur la dimension ludique avec tout un jeu, le secret, très secret du maître du secret. Et là pour le coup, on avait les différentes planches et un labyrinthe réel en fait, où le public pouvait trouver un indice à l'intérieur d'une de ces planches. L'indice indiquait qu'il fallait aller dans un autre endroit de la pièce pour trouver sous un coussin en forme de puzzle le deuxième indice qui donnait lieu à une invitation à monter dans un autre espace. Et du coup, il y avait comme ça tout un parcours pour à la fin aller voir une personne à l'accueil, lui dire vous faites le plus beau métier du monde et recevoir en échange un petit cadeau. Bref. Donc on avait plein de choses comme ça où l'illustration elle est au cœur des choses, mais on lui donne une dimension extrêmement ludique et quelque part c'est le fait de s'inscrire dans un parcours, pour raccrocher à la question initiale, qui fait aussi le choix de l'œuvre et de ce qu'on a envie aussi de montrer à voir de l'artiste, aussi ce dans quoi il se retrouve le plus pour lui rendre une certaine fidélité aussi à lui, son travail, son parcours, son parti pris, ses partis pris et son univers. Merci. Dans le cadre on nous pose souvent la question dans le cadre d'une galerie comme la Galerie Robillard en disant mais comment vous faites le choix des œuvres que vous allez exposer ? On expose rarement un album en entier, on essaye plutôt de faire des expositions soit rétrospectives en montrant différents ensembles thématiques dans l'œuvre globale d'un illustrateur ou d'une illustratrice pris dans ces différents albums publiés. On fait de temps en temps d'expositions duo où on va confronter l'univers de deux illustrateurs et illustratrices
dont on trouve qu'il peut y avoir des échos, comme on l'a fait récemment avec Marion Duval et Clémence Paulet, qui peuvent traiter des thématiques similaires, mais en les traitant de manière différente. Et donc après, il s'agit de savoir concrètement quel dessin on va mettre au mur à l'échelle d'un album qui va compter 20, 30, 40 planches parfois. Comment se fait la sélection? Et c'est pas... Ah oui, alors c'est vrai qu'il y avait ça peut-être. Alors je fais une mini parenthèse dans ce que j'étais en train de dire parce qu'on parlait tout à l'heure du statut et de la reconnaissance. C'était juste pour vous montrer cet exemple aussi. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe à l'étranger. Dans le cadre des expositions itinérantes qu'on propose à la galerie, on les loue essentiellement donc dans des médiathèques, des centres d'art en France, en Europe. On est parfois contacté par des organismes plus lointains et ça avait été le cas par un musée, un centre d'art à Taïwan qui voulait monter une exposition Rebecca d'Outremer. Donc on avait synthétisé, je dirais, plusieurs expositions itinérantes d'elle qu'on avait pour monter ce projet de plus de 200 illustrations dans ce centre d'art à Taïwan, qui avait fait du coup une scénographie incroyable, de qualité vraiment muséale. Et en arrivant, on s'est rendu compte sur place que l'exposition qui précédait cette exposition Rebecca Outremer était une exposition dans le même lieu sur les chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. Ce genre de juxtaposition qui fait écho tout à fait à ce que vous disiez tout à l'heure, Bonnard, voilà, essayer de faire juxtaposer illustrateur, peintre, etc., de décloisonner les choses. Je pense qu'on l'a jamais vu chez nous. Voilà, et ça, c'était vraiment la très très belle surprise. Je referme la parenthèse. Dans ce qu'on va du coup, la sélection qu'on va faire ici, ça relève en fait d'un feeling, de se dire telle image, on pense qu'elle peut vraiment avoir une autonomie. On sait que dans la création d'un album, à chaque fois qu'on discute avec des illustrateurs et illustratrices, il y a des images qui sont vraiment là comme des images charnières qui vont servir à faire le lien, à faire progresser l'album, à faire progresser l'histoire et qui ont avant tout ce rôle charnière. Et puis il y a des images peut-être plus riches, plus contemplatives, ou en tout cas où il y a plus de portes d'entrée différentes. Et c'est vrai que c'est probablement la plupart du temps vers ces images-là qu'on va aller pour les proposer dans une exposition comme ça à la galerie. Et puis après, ce qu'on aime beaucoup faire aussi, c'est au gré des rencontres avec les artistes, quand on prépare une exposition, qu'on va dans leur atelier, c'est de découvrir aussi tout ce qu'on ne voit pas. Donc il y a tout le côté travail préparatoire que vous évoquiez tout à l'heure, et à chaque fois qu'on trouve des travaux préparatoires très beaux, qui ont là aussi une certaine autonomie, indépendamment de leur rôle de travail préparatoire, on va les proposer dans l'exposition aussi. Il y a par exemple là, tout en bas, un croquis de Rebecca Outremer, encore elle, par rapport à son dernier album Jacomimi. Mais il y en a régulièrement dans nos expositions, des très beaux dessins en fait, qui ont un rôle de travail préparatoire, mais qui peuvent tout à fait aussi faire partie d'une exposition, y compris une exposition vente. Et puis parfois, on découvre aussi des pans du travail, des choses qui peuvent être faites en volume. Donc là, c'était un des exemples les plus forts. On était allé dans l'atelier d'Albertine en Suisse pour faire la sélection des dessins qu'on allait proposer dans l'exposition ici. Et on a découvert qu'en fait, le dessin, la peinture, était qu'une des toutes petites facettes de l'extraordinaire créativité qu'elle a, qui s'incarne sur tout un tas de supports. On s'est dit, mais en fait, il faut qu'on monte ça aussi dans l'expo ici à Paris. Donc des travaux en volume, des travaux en tissu, il y avait des décors à suspendre, enfin, tout un tas de pièces qui allaient bien au-delà finalement de son travail d'illustration pour l'album. Donc tout ça pour dire que même si, y compris dans le cadre d'une galerie, où le but est de vendre des dessins, on a ce même souci d'aller montrer les différentes facettes du travail des artistes à chaque fois qu'on le peut, comme autant de prolongement finalement au travail que les gens connaissent initialement, qui est celui qui est fait pour l'album. Et puis tout ce que vous avez dit sur la scénographie, alors on a moins le temps et les moyens, je pense, pour des expositions ventes qui sont relativement courtes, qui durent une dizaine de jours, de rentrer dans des scénographies extrêmement complexes. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ça reste assez sobre. Mais quand il y a des rencontres, quand il y a des envies avec les artistes, un peu comme vous le faites à Villeurbanne, où on sent qu'il y a une grande motivation pour faire des choses un peu plus immersives, là on y va. Et bon, là c'est un exemple sur les planches des souris et des hommes de Rebecca Outremer, encore elle, qu'on avait exposé, où on a essayé de reconstituer un petit peu l'ambiance ranch, Far West, enfin ouest des États-Unis, qu'on ressent dans le livre. Et donc on va de temps en temps aller le faire. Ça peut aussi se prolonger sur les expositions itinérantes qu'on loue, où nous, dans les éléments qu'on fournit pour ces itinérances, c'est avant tout, c'est l'essentiel, c'est-à-dire c'est les œuvres encadrées, prêtes à être accrochées, c'est les kakémonos qui présentent le travail de l'artiste, sa technique, des thématiques dans son travail, c'est les livrets-jeux dont je vous parlais avant. Mais il arrive parfois là aussi, comme ici Géraldine Allébeux, qui avait voulu créer des grands coussins à suspendre pour aller en prolongement de son travail. On a pu les inclure dans cette exposition itinérante. Et parfois, on a l'agréable surprise de voir que la médiathèque ou le centre d'art qui accueille l'exposition
s'en emparent et travaillent avec des gens sur place, parfois des étudiants en école d'art, parfois avec des artistes locaux, pour enrichir cette scénographie lors de l'itinérance chez eux. Et ce qui avait été fait là, avec ces grands troncs crayons de bois colorés. Et donc voilà, il y a des créations comme ça de scénographie qui se prolongent finalement au-delà de ce qu'on pouvait proposer. Je crois qu'on est vraiment on parlait d'événementiel tout à l'heure ou de spectacle vivant. On est vraiment, la dimension exposition, c'est aussi aujourd'hui expérientiel. C'est vivre une expérience. Et de plus en plus, on fait appel à tous les sens dans le vécu d'une exposition. Le visuel, bien entendu, mais aussi le son, le toucher quand on peut. Et les artistes sont beaucoup aussi, eux, dans cette démarche. Je crois que ça ne les surprend pas. Ils ont compris que ça participait de cette évolution d'une exposition. On n'est pas juste dans la contemplation. On veut vivre un moment d'expérience. Et alors, en plus, avec ce distinguo, en prenant compte de la différence entre les publics. Donc parfois, il y a vraiment des parcours, nous c'est ce qu'on fait, des parcours à hauteur d'enfants et un parcours à hauteur d'adultes. Après, la seule limite, j'ai envie de dire, c'est celle des moyens, parce que voilà, c'est vrai qu'à Villeurbanne, là, les 2 expositions desquelles je parle, alors je ne sais pas du tout, là, ce qu'il en est, je ne suis plus à Villeurbanne, mais ce qu'il en sera pour l'année qui vient, mais il y avait quand même derrière ça beaucoup de bricolage, parce que malheureusement, les économies qui sont les nôtres ne permettent la plupart du temps pas de réaliser autant de choses qu'on le souhaiterait, ou en tout cas des vrais décors, ou, voilà. Donc ça reste quand même quelque chose d'extrêmement fragile et précaire dans la fabrication, et après aussi dans la conservation des choses, c'est-à-dire voilà, quand au début, en fait, moi, j'avais vraiment cette envie forte de me dire, voilà, de la même manière que vous le faites, de faire vivre les expositions à l'issue de leur temps de vie dans un lieu. Mais effectivement, on se heurte très rapidement à des questions de, déjà, le préalable, et même la chose essentielle, c'est la conservation des œuvres. Mais après, les dispositifs, comment est-ce qu'on leur permet de circuler ? Comment est-ce que, parce que ça nécessite d'avoir les transports adéquats, ça nécessite d'avoir les espaces pour entreposer, ça nécessite aussi d'être dans des logiques de tournée. Donc en fait, tout ça, malheureusement, rend les choses plus compliquées qu'on le souhaiterait. Oui, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Donc effectivement, pour la logistique, pour la préservation des éléments de scéno, oui, il faut des moyens.